Pierre et les petits hommes de la montagne. Il y a très longtemps, vivait dans la montagne un meunier. Il était très riche, mais on prétendait qu'il ne devait son immense fortune qu'à son avarice. L'hiver, lorsque les pauvres venaient lui demander un peu de pain pour ne pas mourir de faim, il leur refusait le plus petit croûton. Par une journée d'hiver glacial, il entendit frapper à sa porte. Il s'en alla ouvrir en criant « Qu'est-ce que c'est ?»« S'il vous plaît, monsieur, pourriez-vous me donner un sac de farine? Nous avons tellement faim !» supplia le petit homme qui se tenait devant lui, revêtu d'un étrange costume vert et d'un drôle de bonnet rouge. « File d'ici !» grommela le meunier. « J'en ai assez des mendiants !» Le petit homme s'en courut. Mais un peu plus loin, il fut rattrapé par le fils du meunier qui s'appelait Pierre. Celui-ci portait dans ses bras un gros sac rempli de farine. « Tenez, murmura-t-il, c'est pour vous, mais ne dites rien à mon père, il serait furieux s'il l'apprenait. » Le petit homme saisit le sac, puis remercia l'enfant. « Merci Pierre, je n'oublierai pas ton geste. » Un mois plus tard, Pierre était en train de pêcher au bord d'un lac de montagne quand il sentit que quelque chose tendait fortement la ligne. « Ça alors, ce poisson est sûrement énorme !» se dit-il. Mais lorsqu'il tira la ligne hors de l'eau, il découvrit le tout petit homme auquel il avait donné un sac de farine pendant l'hiver. « Bonjour Pierre !» dit ce dernier, tout en se séchant avec une feuille d'arbre. « J'ai pris un bain parce que c'est aujourd'hui le grand jour. »« Et c'est quoi le grand jour ?» demanda Pierre. « Tu ne le sais pas ?» s'étonna le petit homme. « Aujourd'hui, tous les habitants de la montagne célèbrent le très grand jour du sport et du jeu. Aimerais-tu y participer ?» Pierre hocha évidemment la tête en signe d'assentiment. Le petit homme remit son costume vert et son bonnet rouge. Ensuite, il prit l'enfant par la main et le conduisit dans une grotte. À l'intérieur, Pierre vit des centaines de petits hommes et de petites femmes qui devisaient gaiement autour de quelques tables. En effet, il y avait là tous les habitants de la montagne, nains, elfes et fées. Ils mangeaient des petits gâteaux, dégustaient des glaces et buvaient de grands verres de jus de fruits. Tandis qu'un orchestre jouait une musique entraînante, tous chantaient à plein poumon. Le petit homme frappa du poing sur une table et le silence se fit. « Nains, elfes et fées, déclama-t-il, voici Pierre, celui qui nous a donné un sac de farine l'hiver dernier. Je l'ai invité à fêter le grand jour avec nous. » Les petits hommes applaudirent et hurlèrent de joie pendant que Pierre était conduit au bout d'une des tables. On lui apporta tout un plat de gâteaux et un énorme verre de jus de fruits. Une fois le repas terminé, les jeux et les compétitions commencèrent. Une course de canot fut organisée sur le ruisseau qui traversait la grotte. Il y avait un jeu de quilles, mais celle-ci était remplacée par des pommes de pin, les petits hommes se servant d'une bille pour les renverser. Les fées faisaient la course, montées sur des souris. 2 équipes de nains disputaient une partie de hockey et d'autres lançaient de petites flèches sur une cible. Quelques elfes s'activaient à démontrer leur souplesse. Dans le fond de la grotte, d'autres s'affrontaient au saut d'obstacles. « Veux-tu concourir ?» demanda l'un d'eux à Pierre. « Ce ne serait pas juste, » dit le garçon. « Je suis nettement plus grand et plus fort que vous. »« Plus grand, c'est vrai, » rétorqua un petit homme en riant, « mais certainement pas plus fort. » Et d'une main, il souleva le banc sur lequel Pierre était assis. Malgré tout, le garçon préféra rester spectateur. Vers la fin du jour, on organisa le dernier jeu. Tous les petits habitants de la montagne montèrent et descendirent à toute vitesse le grand escalier aménagé au centre de la grotte. Puis, ils se laissèrent tomber sur leur derrière au bas des marches et ils s'endormirent. Pierre, alors, reprit sa canne à pêche et se dirigea vers la sortie. « Hé, Pierre, attends !» s'écria le petit homme au costume vert. « Tu oublies tes cadeaux !»
Mes cadeaux, s'étonna Pierre. Des présents de remerciement, expliqua le petit homme, parce que tu t'es montré tellement gentil pour nous. Et il tendait à l'enfant une petite flûte en argent et un sac de farine vide. Le sac est pour ton père, mais la flûte est pour toi. Si tu as besoin d'aide, souffle 3 fois et nous arriverons. De retour au moulin, Pierre rendit le sac au meunier en lui racontant, un peu craintivement, d'où il provenait. Le père était furieux, mais lorsqu'il ouvrit le sac, il enroula des centaines de grosses perles scintillantes. Un mot y était joint. Tous ceux qui nous ont aidés verront leurs vœux exaucés. Alors le meunier eut honte. Il promit à son fils de ne plus jamais renvoyer un affamé les mains vides. À partir de ce jour, les petits habitants de la montagne revinrent tous les hivers. Chaque fois, le meunier leur offrait tout un festin. Et, en partant, ils emportaient avec eux un grand sac de farine. Arlequin rencontre Colombine. Arlequin était assis sur les marches qui menaient à la boutique de l'apothicaire. Il venait de perdre sa place de garçon de course pour avoir demandé un salaire. « Un salaire, de l'argent !» avait hurlé l'apothicaire en tirant l'oreille d'Arlequin. « Comment oses-tu? C'est ce que tu as trouvé pour me remercier? Je t'ai fait travailler, je t'ai nourri, et j'ai même acheté du tissu pour ce drôle de costume que tu aimes tant. Et après cela, tu te permets de me réclamer un paiement? Va-t'en, ingrat !» Malgré cela, Arlequin n'était pas du tout triste. « En fait, je suis même plutôt satisfait, se disait-il. Je vais trouver un meilleur patron qui me nourrira mieux et me fournira du meilleur tissu pour mon costume. Celui que je porte aujourd'hui est amusant, mais l'étoffe en était déjà usée quand je l'ai reçue. » Soudain, il vit s'ouvrir une porte de l'autre côté de la rue et un gamin fut projeté vers l'extérieur juste devant lui. Sur le seuil de l'habitation, Arlequin aperçut un vieillard. C'était Monsieur Pantalon, un homme très riche et fort avare. « Et que je ne te revoie plus !» cria-t-il à sa victime. Sur ces entrefaites, une jeune fille arriva. « Père, c'est le 364e employé que vous mettez à la porte, s'exclama-t-elle. Nous allons à nouveau devoir en chercher un autre. »« Ne t'occupe pas de mes affaires, Colombine, rugit le vieux. Va plutôt préparer le dîner. » La jeune fille rentra dans la maison, mais Arlequin avait déjà eu le temps de remarquer sa grande beauté. « Je vais me présenter chez Pantalon, se dit-il. Il est peut-être l'homme le plus avare et le plus affreux de la ville, mais il en possède la plus jolie fille. » Le lendemain, Arlequin fut engagé par Monsieur Pantalon. Il dut travailler dur, mais il ne se découragea pas. Le pire était de devoir écouter toute la journée les jérémiades du vieillard. « Les valets sont tous des paresseux, grognait le patron. « Ferme les tentures, Arlequin. Tu vois que le soleil me tape dans l'œil. Le potage est trop chaud et le pudding trop froid. Arlequin, cesse de sourire. Tu sais bien que je suis malade. » Monsieur Pantalon se plaignait ainsi toute la journée. Et pourtant, Arlequin savait parfaitement que le maître n'était pas malade le moins du monde, car il avait assez de force pour bastonner son serviteur plusieurs fois par jour. Malgré ces bastonnades, Arlequin restait joyeux, surtout si Colombine lui souriait. Il en était tombé follement amoureux. Mais il n'était, hélas, pas le seul. À l'autre bout de la ville, habitait un jeune homme très riche, prénommé Albert. Lui aussi était fort épris de la charmante Colombine, à qui il apportait chaque jour des fleurs, des friandises ou des poèmes écrits de sa main. Mais Colombine n'appréciait pas cet Albert et refusait tous ses cadeaux. Un jour, Arlequin vit la jeune fille en pleurs sur les marches de l'escalier. Il lui demanda la raison de ses larmes. « Cet affreux Albert raconte à tout le monde qu'il va m'épouser, renifla-t-elle. « Je vais lui donner une bonne leçon, déclara Arlequin. Je vais le provoquer en combat singulier. » Colombine éclata de rire. « Tu es vraiment un drôle de garçon, Arlequin.
comme si tu étais capable de te battre. Brusquement, Monsieur Pantalon se dressa derrière les deux jeunes gens et il s'interposa sans douceur. « Arlequin, debout! Va donc faire les commissions !» Et il tira brutalement son valet par les deux oreilles. Arlequin se précipita dehors. 3 rues plus loin, il fut obligé de s'arrêter devant la devanture du barbier afin de reprendre haleine. Ce dernier s'activait à raser un médecin très fameux dont le manteau et le chapeau pendaient à un porte-manteau tout près de la porte. Dessous était déposé son sac. Arlequin s'en empara avant de s'en retourner à toute vitesse chez son maître. Il enfila le manteau, mit le chapeau et frappa à la porte. Colombine ouvrit. « Je vous salue, belle dame, fit-il. Je suis le célèbre docteur... un célèbre docteur. J'ai rencontré un fort gentil garçon nommé Arlequin qui m'a dit que son maître, monsieur... Culotte, était très malade. » « Vous voulez parler de monsieur Pantalon, corrigea Colombine. »« Oui, c'est bien cela, répondit Arlequin. Si vous permettez, je vais l'examiner. »« Je vous en prie, entrez, l'invita Colombine. Mon père est au lit. » Les genoux tremblants, Arlequin la suivit jusqu'à la chambre de son père. « Je suis un médecin réputé, répéta-t-il à ce dernier. Il saisit fermement le menton et le nez de monsieur Pantalon et força celui-ci à ouvrir la bouche. « Je vois, bien sûr. Dites « Ah ». « Ah » grinça monsieur Pantalon. « Toussez maintenant. »« Te fit le maître. « Respirez bien. »« Oui, c'est cela. Faites le poirier à présent, ajouta Arlequin, qui commençait à s'amuser. « Ah, j'en étais sûr. »« De quoi étiez-vous sûr ?» s'inquiéta monsieur Pantalon. « Vous êtes atteint d'avarite aiguë. » Le vieillard se laissa retomber sur le lit et gémit. « Est-ce grave, docteur ?»« Pire que cela, marmonna Arlequin. J'ai bien ici une potion qui pourrait vous sauver, mais elle coûte très cher. » L'avare sauta du lit. Il souleva son matelas et en retira un bas tout plein de pièces d'or. « Y en aura-t-il suffisamment, cher docteur ?» demanda-t-il anxieusement. Arlequin compta les pièces. « Il y en a juste assez, affirma-t-il. Et il remit à son maître une fiole qu'il sortit de la sacoche du médecin. « Enduisez-vous le crâne de cette lotion 2 fois par jour, recommanda-t-il. Il se dirigea ensuite vers la porte où Colombine l'attendait. « Vous avez l'air bien triste, lui dit-il. Êtes-vous malade, vous aussi ?»« Non, docteur, répondit Colombine. N'êtes-vous pas sans cesse harcelé par des jeunes gens trop prévenants ?»« Comment savez-vous cela ?» bredouilla la jeune fille. « Vous oubliez que je suis un grand médecin. Je sais tout. Tenez, prenez ce bâton. Lorsqu'un jeune homme qui ne vous plaît pas viendra vous rendre visite, il vous suffira de le frapper sur la tête. Il ne reviendra plus. » Puis, Arlequin sortit précipitamment. Colombine et son père le saluèrent depuis le balcon. « Je me sens déjà mieux !» cria monsieur Pantalon. « Merci beaucoup, vous êtes un fameux docteur !» Il y avait bien longtemps qu'Arlequin ne s'était plus amusé autant. Il se rendit chez le tailleur de la ville pour se faire confectionner un tout nouveau costume. Il commanda le même modèle que celui de l'ancien, mais cette fois, il choisit un tissu tout brillant et le fit broder de fil d'or. Il retourna ensuite chez Pantalon. En chemin, il rencontra Albert qui se frottait le crâne. « Que se passe-t-il, monsieur Albert ?» s'enquit poliment le valet. « J'allais rendre visite à la ravissante Colombine, » gémit Albert. « Mais celle-ci m'a sauvagement frappé à la tête. Elle ne me reverra pas de sitôt, je puis vous l'assurer. » Arlequin était fort satisfait. Quelle bonne journée! Il s'était acheté un nouveau costume, et cet horrible Albert laisserait désormais sa Colombine en paix. Avant de rentrer, Arlequin aperçut cette dernière à son balcon. « C'est mon jour de chance, se dit-il. » Et il se mit à chanter « Mamie, veux-tu m'épouser? Sinon mon cœur va se briser. » Mais Colombine saisit le bâton que le docteur lui avait donné et se penchant par-dessus la balustrade, en asséna un bon coup sur la tête du pauvre Arlequin tout étourdi. « Allez-vous-en » cria-t-elle alors à l'infortuné soupirant. « Laissez-moi donc tranquille, que je puisse rêver à ce jeune et merveilleux médecin. » Arlequin se rendit tout tristement à la cuisine. Il se déshabilla, puis se glissa dans son lit.
Heureusement, il se consola un peu en admirant son beau costume. Le lendemain, rien n'avait changé. Le vieux pantalon grommelait toujours autant et fit travailler son serviteur plus durement que jamais. Mais Colombine resta dans sa chambre et y pleura toute la journée. En effet, son père venait de lui apprendre que l'horrible capitaine Fanfaron avait demandé sa main et que celle-ci lui avait été accordée très officiellement. Arlequin sauve Colombine. Le lendemain, Colombine supplia son père de ne pas l'obliger à épouser le terrible capitaine Fanfaron. Sans succès. Monsieur Pantalon se montra inflexible. « Mais père, je n'ai encore jamais vu cet homme. Je ne puis tout de même pas l'épouser sans l'avoir rencontré, fût-ce une fois, insista-t-elle. D'après Arlequin, il n'est pas fort sympathique. Il n'arrête pas de crier sur tout le monde. Et puis, il est affreux et presque aussi âgé que vous, poursuivit la jeune fille. Monsieur Pantalon frappa du pied et se mit à hurler. « En voilà assez! Tu te marieras avec le capitaine dès la semaine prochaine! Un point, c'est tout !» L'infortunée Colombine se précipita dans sa chambre et se jeta sur son lit en pleurant. Arlequin, qui était occupé dans la cuisine, entendit la jeune fille sangloter. Il était lui-même tout bouleversé, car il ne supportait pas d'entendre pleurer sa bien-aimée. Incapable de retenir ses larmes, il les laissa tomber dans la soupe qui, du coup, devint trop salée, ce qui lui valut évidemment quelques coups de bâton de son maître. Le soir venu, Arlequin monta très discrètement l'escalier qui menait à la chambre de Colombine. Il frappa à la porte et murmura « Je t'en prie, Colombine, sèche tes larmes. J'ai peut-être une solution. Le capitaine Fanfaron ne t'a jamais vue, n'est-ce pas ?»« Non, jamais, » octa Colombine en ouvrant la porte d'un cran. « Il ne désire m'épouser que parce qu'il sait mon père très riche. » Arlequin éclata alors de rire, ce qui eut pour résultat de faire redoubler les pleurs de Colombine. « Comment oses-tu rire de mon malheur, méchant garçon? Je te déteste. Disparais de ma vue. » Arlequin, pas autrement impressionné, dégringola gaiement les escaliers et sortit précipitamment. Il sauta dans une gondole et partit en direction de l'auberge. Dans la salle, il trouva le capitaine Fanfaron accoudé au comptoir. « J'offre une tournée générale, dit ce dernier. Et si j'épouse Colombine, ma porte vous restera ouverte. » L'aubergiste tout sauta. « Et lorsque vous serez mariés, me réglerez-vous votre note ?»« Ne vous en faites pas, assura le capitaine, je paierai. Hé, toi, que fais-tu là avec ton drôle de costume ?»« J'ai à vous parler, mon capitaine, répondit Arlequin poliment. Et qui te dit que je vais écouter un manant comme toi? C'est ma maîtresse qui m'envoie la jolie Colombine, minauda Arlequin. Ah, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Demanda aussitôt le capitaine. Et qu'y a-t-il pour son service? Ma maîtresse a entendu dire que vous étiez un fort bel homme, commença le valet, et elle aimerait vous rencontrer. Le capitaine Fanfaron s'épanouit. Ah ah, ma promise s'impatiente. Cela ne m'étonne pas. Je t'accompagne. Impossible, dit Arlequin en sautant dans la gondole. Mais elle vous attendra demain à midi. Son père sera absent à ce moment-là. Le lendemain matin, hélas, M. Pantalon fit tellement travailler Arlequin que ce dernier ne trouva pas l'occasion de parler à Colombine. Dès que son maître eut quitté la maison, il grimpa l'escalier 4 à 4 et alla frapper à la porte de la jeune fille. « Laisse-moi entrer, Colombine !» cria-t-il. « Ton prétendant arrive, et nous avons encore des tas de choses à faire. » Colombine ouvrit. Elle était toute pâle. « Que dis-tu? Le capitaine vient ici ?»« Oui, je l'ai invité, » expliqua Arlequin. « Vite, enlève ta robe et apporte ta boîte de peinture. » Colombine était stupéfaite. Elle se déshabilla sans protester. Arlequin enfila alors la robe de la jeune fille et coinça un coussin autour de sa taille pour paraître obèse. Il remonta ensuite ses manches pour montrer ses bras musclés. Enfin, il se confectionna une perruque avec de la laine jaune vif et coiffa un des chapeaux de Colombine. Et maintenant, peinture-lui-moi la figure à l'aide de ces couleurs. Il faut que le capitaine éprouve la plus grande frayeur de sa vie. Colombine finit par comprendre le plan d'Arlequin et battit des mains de plaisir. Vite, elle peignit les joues et les lèvres du valet en rouge écarlate. Elle venait de terminer quand ils entendirent des pas dans l'escalier. « Le voilà !» s'exclama Colombine.
Elle essaya de se dissimuler sous une petite table, mais celle-ci était trop basse. Ensuite, elle voulut se cacher dans une armoire, mais cette dernière était bourrée de robes. Que faire? S'affola la jeune fille. Alors Arlequin souleva sa robe et Colombine se glissa sous les plis. « Coucou, ma douce Colombe, c'est moi, ton bon fanfaron !» roucoula le fiancé. Arlequin ouvrit la porte et fit entrer le capitaine en lui administrant un baiser sonore sur le front. Il feignit aussitôt la plus béate admiration. « Vous êtes encore plus beau qu'on ne le dit !» bétifia la prétendue fiancée d'une voix éraillée. Le capitaine la fixa d'un air ébahi. « Quel regard enamouré !» gloussa le valet. « Je suis si heureuse de ne pas avoir mis mes lorgnons, car vous ne m'auriez sûrement pas trouvée aussi jolie. »« Jolie ?» bredouilla le vieux capitaine. « Je vois que vous admirez le ton de mes cheveux, » poursuivit la fausse Colombine en jouant avec les brins de laine. « Mais je désire être honnête avec vous. Il s'agit d'une perruque, car je suis complètement chauve. »« Chauve ?» clama le capitaine. Colombine parvenait difficilement à retenir son rire. Elle se cogna la tête contre le plancher en se tortillant sous la jupe d'Arlequin. « Ce n'est rien, c'est ma jambe de bois, » pouffa ce dernier. « Parfois, elle se dévisse. » Cette fois, le rire de Colombine fusa. « Ne vous effrayez pas, capitaine, » dit aussitôt Arlequin. « J'émets quelquefois des sons bizarres parce que je fume la pipe. Bon, et si nous parlions des noces ?» Mais le capitaine se jeta carrément par la fenêtre en hurlant. « Non ! Je préfère encore demeurer célibataire, même si je ne puis pas régler mes dettes. » Colombine sortit de sa cachette et sauta au cou d'Arlequin. « Oh, merci, merci, tu es si gentil. Pourquoi fais-tu tout cela pour moi ?»« Parce que je t'aime, ma très chère Colombine, » avoua le jeune homme, « et que je veux t'épouser moi-même. »« Pas question !» entendirent soudain les jeunes gens, cependant que M. Pantalon se ruait dans la chambre, les vêtements tout poussiéreux et le bonnet de guingois. « D'abord, cet imbécile de capitaine me saute dessus. Puis, je trouve ma fille dans les bras de mon domestique. Ah, je vais t'apprendre à me tromper, chenapan !» Et il se mit à frapper son valet qui s'enfuit. Mais dans la rue, Arlequin trébucha dans l'ourlet de sa robe et il tomba dans le canal. Ce soir-là, Arlequin s'en vint chanter une tendre mélodie sous le balcon de sa Colombine. Mais la fenêtre resta fermée. Comment cette histoire va-t-elle se terminer ? Tu retrouveras Arlequin et Colombine à la page 55. Les clowns. Le premier, en veston rayé, paraît amoureux d'une fleur. Le second, joyeux cascadeur, sur le crâne se tient renversé. Le troisième est vraiment spécial. Vêtu de défroques burlesques et de bottines gigantesques, il porte un chapeau peu banal. Une boîte mise en diadème d'où jaillit un polichinelle avec un rire de crécelle. Sur un bâton, le quatrième saute en rond autour de la piste. Le cinquième joue et rejoue sur un vélo à une roue à singer les champions cyclistes. Le sixième, sous son plumet, conserve l'air un peu timide et son beau regard très candide décourage les colibés. Coiffé d'une lourde théière, d'où sort, mais oui, une souris, le septième clown, indécis, se tient d'une étrange manière. Mais le huitième est plus sérieux, malgré ses pompons aguicheurs. Il précède le directeur et bat le rappel des curieux. Arlequin épouse Colombine. Le lendemain, tôt matin, M. Pantalon ordonna à son nouveau valet de veiller à ce que Colombine ne sorte pas de la maison. Puis il monta sur son cheval en criant « Ce n'est pas la peine de pleurer, ma fille. Ma décision est prise. Je pars à la recherche de Malo, mon neveu. Il a été enlevé à l'âge de 4 ans par des pirates. Mais je le retrouverai et en ferai mon seul et unique héritier. Toi, tu épouseras Rimailleur, le poète. » Colombine saisit la main de son père et le supplia. « Je ne veux pas de votre argent, père.
Mais je vous en prie, ne m'obligez pas à épouser Rimailleur, car c'est Arlequin que j'aime. Tais-toi, s'impatienta Pantalon en repoussant sa fille. Tu te marieras le jour de mon retour. Et tant que je serai absent, tu demeureras enfermé dans ta chambre. Je t'interdis de voir ce vaurien, ce coquin d'Arlequin. Monsieur Pantalon partit donc en voyage, laissant Colombine à la garde du domestique. Entre-temps, Arlequin s'était mis à la recherche d'un emploi. Mais il semblait que personne n'eût besoin de ses services. Finalement, il frappa à la dernière porte, qui lui fut ouverte par un homme aux grands sourcils, coiffé d'une longue tresse. « N'auriez-vous pas besoin d'un valet par hasard ?» s'informa Arlequin. L'homme caressa sa tresse d'un geste élégant et déclara « Vous êtes un valet, je vous prends sans regret. Allons, marché conclu, soyez le bienvenu. » Arlequin le suivit dans la maison. Le couloir était encombré d'un coffre. « Vous partez en voyage ?» s'informa Arlequin. « Vous êtes bien malin pour un simple larbin. Je vais, quête divine, chercher ma Colombine. » « Quoi? C'est vous qui allez épouser Colombine? Elle vous aime donc? » En m'accordant sa main, la belle, c'est certain, sans faire d'embarras, tombera dans mes bras. Sur ces mots, le poète grimpa dans le coffre. Avant de rabattre le couvercle, il ajouta « Mettons-nous vite en route, elle m'attend, sans doute. » « Mais vous l'aimez » insista Arlequin, qui entendit répondre du fond du coffre. « L'aimer? Ah non, ma foi, je n'adore que moi. » Arlequin chargea le coffre sur son épaule et partit en direction de la maison de son ancien maître. En cours de route, il passa sur un pont. Regardant le canal, à ses pieds, il se dit « Pourquoi ne lancerais-je pas le coffre dans l'eau ?» Mais Arlequin avait bon cœur et il n'aurait jamais pu accomplir un geste aussi méchant. Il transporta donc le coffre jusque chez Colombine et frappa à la porte. Le nouveau valet vint ouvrir. « Va-t'en, Arlequin !» lança-t-il en reconnaissant le visiteur. « Tu n'es plus désiré ici. » Mon nouveau maître, le poète, m'a chargé d'apporter ce coffre à la fille du vieux Pantalon. Veux-tu le monter chez elle? Répliqua Arlequin. Fais-le toi-même, grogna le valet. Il m'a l'air bien trop lourd. Voici la clé de la chambre de ma maîtresse. Arlequin porta le coffre à l'étage et ouvrit la porte de la chambre. La jeune fille fut ravie de revoir son bien-aimé. « Je viens vous apporter un cadeau, mademoiselle », déclara très sérieusement Arlequin, tout en lui faisant un clin d'œil complice. « Ce coffre renferme tout ce que votre futur époux a de plus précieux. » Colombine comprit immédiatement ce que son amie attendait d'elle. « Qu'est-ce que cela pourrait bien être ?» s'exclama-t-elle à haute voix. « Qu'aimerait-il plus que tout? Peut-être un cochon? Mais il m'est impossible de garder un cochon ici. Va le vendre à un fermier, Arlequin. » Ce n'est évidemment pas un cochon, belle dame, rétorqua Arlequin. Mais ne serait-ce pas un manteau de velours? Bah, un vieux manteau sûrement, plein de vermine, s'écria Colombine. Porte vite le coffre d'or et brûle-le. Et si c'était un sac de pièces d'or, suggéra Arlequin tout en essayant de se retenir de rire. Dans ce cas, jette ce coffre dans le canal, ordonna Colombine. S'il est vraiment plein d'or, le coffre coulera. Il sera toujours temps plus tard d'aller repêcher ce trésor. À ce moment, un cri perçant sortit du coffre et les jeunes gens entendirent frapper sur le couvercle à coups redoublés. « Il semble que ce ne soit pas de l'or, » remarqua Arlequin. « Ne serait-ce pas votre nouveau prétendant? Il m'a dit n'aimer que lui-même, » ajouta le valet. « Alors, fais du petit bois avec ce coffre, lança Colombine, car moi, je n'aime que toi, Arlequin. » Au même instant, le poète jaillit du coffre et sauta par la fenêtre en jurant. C'est un honteux abus, un vrai dévergondage, qu'on ne me parle plus femme ni mariage. Arlequin et Colombine, fous de joie, se mirent à danser autour de la pièce. Partons, décida enfin Colombine. Je sais où mon père cache son argent. Mais Arlequin secoua la tête. Ah non, je ne suis pas un voleur. Pourtant, je suis prêt à m'enfuir avec toi. Avant de partir, nous allons donner une grande fête, que nous paierons avec la fortune de ton père. Et nous y convierons tous ceux qui ne sont jamais invités nulle part. Nous leur annoncerons que ton père organise cette soirée parce qu'il a décidé de ne plus jamais se montrer à l'art. Où est-ce Magot? Hélas,
Les deux amoureux ignoraient que le poète avait eu la malchance de sauter sur la tête de Monsieur Pantalon. En effet, celui-ci revenait de voyage à ce moment précis. « Que signifie donc tout cela » hurla le vieillard. « Ce valet sans honneur m'a chassé sans retour » gémit le poète. « Ah, voilà maintenant que je perds la rime. »« Quoi » gronda Monsieur Pantalon. « Il est temps d'en finir avec cet harlequin. Je vais chercher les gendarmes !» Mais lorsqu'il revint, accompagné de 3 Pandores, il ne put en croire ses yeux. Toute sa maison était décorée et résonnait de chants joyeux. « Emparez-vous de cette olibriuse » cria Monsieur Pantalon en désignant Harlequin du doigt. Les 3 gendarmes saisirent le valet si brutalement que son costume se déchira et que chacun put voir briller à son cou un médaillon d'or. Saisissant celui-ci dans sa main, Monsieur Pantalon interrogea fébrilement. « D'où tiens-tu cela, voleur ?»« C'est à moi, » répondit bonnement Harlequin. « Et cela a toujours été à moi depuis que j'ai l'âge de 4 ans. »« Relâchez-le immédiatement !» hurla Pantalon au gendarme. « Ce garçon ne peut être que Malo, mon neveu. Je lui avais offert ce médaillon la veille du jour où il fut enlevé par les pirates. »« Dans ce cas, puis-je épouser mon Harlequin, père ?» implora Colombine. « Puis-je » s'écria Monsieur Pantalon. « Non, tu dois. As-tu compris? Je t'interdis de te marier avec un autre. Et cesse de l'appeler Harlequin. Toi, Malo, tu dois me promettre une chose. »« Quoi donc, mon oncle ?» demanda Harlequin. « De ne plus jamais faire sauter les gens sur moi. Dans le cas contraire, je pourrais bien oublier que tu es mon neveu. » le menaça Pantalon. Mais Harlequin aurait promis n'importe quoi pour pouvoir épouser sa Colombine. Le paysan qui se croyait plus malin. Un jour, un jeune fermier dit à sa femme: « Je ne comprends pas pourquoi tu es toujours si fatigué. Tu n'as qu'à t'occuper du ménage, du bébé, des repas. »« Je dois aussi traire la vache, nourrir le cochon et battre le beurre, » rétorqua l'épouse. « Ce n'est rien, cela, » poursuivit le mari. « Je suis le seul à travailler dur. Si seulement je n'avais que ta besogne à faire. »« Pourquoi ne pas rester à la maison demain ?» proposa la femme en souriant. « J'irai travailler au champ et toi, tu t'occuperas des petites tâches ménagères. » Le fermier éclata de rire. « Bonne idée. Ainsi, tu verras ce que c'est que travailler. » Le lendemain, la fermière prit la faux et partit pour les champs. Resté tout seul, le fermier se dit « Je vais commencer par battre le beurre. » Et il remplit la baratte de crème. Ensuite, il descendit à la cave pour s'offrir un petit verre de cidre. Il plaça une cruche sous le robinet du tonneau, mais aussitôt il songea « Je ferais mieux de nourrir d'abord le cochon. » Et il remonta l'escalier. Trop tard. Le cochon avait pénétré dans la cuisine et renversé la baratte et tout son contenu. Le fermier chassa l'animal et remplit de nouveau la baratte de crème. Ensuite, il sortit le bébé de son berceau. Brusquement, il pensa au cidre. Il déposa l'enfant par terre et courut à la cave. Trop tard, le tonneau s'était complètement vidé. Le fermier épongea le sol et alla verser le cidre souillé au jardin. « Tant que j'y suis, décida-t-il, je vais cueillir les légumes pour préparer la soupe. » Et il ouvrit la grille du potager. Mais à ce moment, il se rappela le bébé et se précipita à l'intérieur avec inquiétude. Trop tard. L'enfant s'était accroché à la baratte et avait fait couler toute la crème dans laquelle il se roulait avec délice. Le fermier répara les dégâts et sortit le bébé. Il entendit alors la vache qui meuglait désespérément. « Je n'ai pas le temps de la conduire dans le pré, » soupira le fermier. « Tant pis, il y a suffisamment d'herbe qui pousse sur le toit de chaume de notre maison. Elle n'a qu'à s'en contenter en attendant. » Au prix de gros efforts, il parvint à hisser la vache sur le toit en pente, où elle se mit à brouter l'herbe avec plaisir. Mais le fermier se souvint soudain du cochon et du potager, et il repartit dardard. Trop tard. L'animal était entré dans le potager, et il y avait tout dévoré. Le fermier le chassa et referma prudemment la barrière. Puis, il se mit à ranger la maison.
Il entendit alors la vache sur le toit. « Et si elle tombait ?» s'inquiéta-t-il. « Le bébé est juste en dessous !» Et il s'élança au dehors. Ouf! La vache se trouvait toujours à sa place. Le fermier passa une corde autour du cou de la bête, puis il la fit descendre par la cheminée de la cuisine. Il enroula ensuite la corde autour de sa taille pour retenir la vache. « Comme cela, elle ne risque rien !» se rassura-t-il. « Et moi, je puis faire tranquillement la soupe. » Il mit un chaudron rempli d'eau sur le feu avant de commencer à découper soigneusement les légumes. Et tout en travaillant, il se félicitait en lui-même. « Tout est rentré dans l'ordre. Sans se douter de rien, ma femme ne verra que la besogne abattue. » Hélas, la vache choisit cet instant-là pour glisser du toit. Comme elle était évidemment plus lourde que le fermier, ce dernier fut attiré irrésistiblement dans la cheminée où il demeura coincé. Un peu plus tard, la fermière rentra. « Où es-tu, chérie ?» cria-t-elle. Elle découvrit alors le bébé dans la pelouse. « Comme tu es sale !» s'exclama-t-elle. Puis, elle constata les dégâts dans le potager et vit la vache suspendue à la cheminée par le cou. « Mais qu'a-t-il donc fait ?» s'étonna-t-elle. Elle commença par couper la corde avec sa faux. La vache tomba lourdement sur le sol, se releva péniblement, puis s'enfuit en meuglant. Le fermier dégringola de la cheminée et il atterrit au milieu du chaudron de soupe où sa femme le retrouva, une carotte dans l'oreille. « Quelle journée !» s'écria épuisé l'infortuné mari. « Tout a tourné en catastrophe, ce n'est pas normal. » « Cela ira bien mieux demain, » l'encouragea sa femme. « Il te faudra faire la lessive et cuire le pain. Moi, je retournerai travailler au champ. J'aime beaucoup cela. »« Oh non !» gémit le fermier. « Il n'en est pas question. Enfin, je ne voudrais pas que tu te fatigues trop. Reste à la maison demain matin. C'est moi qui irai faucher. »« Comme tu le voudras, » concéda la femme avec un sourire. « Si tu crois que tu t'es assez reposé aujourd'hui,